quelques réflexions sans prétention sur le rôle des référents numériques de l'éducation nationale, qui peuvent être des RUPN, des CPN, des IRUN, des RRUPN, en fonction des lieux et des institutions. Dans tous les cas, ce sont des leaders de la pédagogie par le numérique, chargés d'inspirer et de former leurs collègues. C'est leur mission centrale. On s'attachera aux atouts qui font d'eux des leaders pédagogiques. On évoquera quelques éléments pour mieux appréhender son public, pour mieux former ses collègues, et enfin quelques pistes de stratégie de formation à explorer ou pas. Alors effectivement, il s'agit bien d'une mission centrale. De plus en plus, les référents numériques doivent être des leaders pédagogiques et non des techniciens. Techniciens matériels, techniciens logiciels, techniciens réseau, même si bien sûr, toutes ces tâches, il faut bien les accomplir, et c'est souvent les référents numériques d'établissement qui le font. Mais on attend aussi d'eux d'être disponibles auprès des collègues et de la direction pour des éléments pédagogiques, de soutenir l'innovation et les expérimentations par le numérique, de représenter un premier niveau de formation par un pair expert. Le référent numérique est par définition quelqu'un qui se débrouille bien avec le numérique. Un rôle de coordination, de conseil et d'évaluation dans l'établissement, organiser et animer des temps de formation, des ateliers dans l'établissement ou dans le bassin de formation. Et enfin, le référent numérique est censé mener une veille technologique, documentaire, réglementaire, sur le RGPD par exemple. Le référent numérique ne sait pas forcément tout, mais il sait où chercher. Voyons en quoi le référent numérique possède tous les atouts pour être un vrai leader de la pédagogie par le numérique dans son établissement ou dans son bassin. Alors évidemment, lorsqu'on parle de leadership, on ne parle pas d'un leadership directif, impératif, vertical, ce qui est impossible puisque le référent numérique n'est pas un supérieur hiérarchique, et puis ce serait contre-productif. On parle d'un leadership partagé, avec un référent numérique qui finalement a un rôle de coordinateur, d'impulseur auprès de ses collègues et de tous les agents finalement de son établissement. Alors, détaillons les différents points de ce leadership partagé. Premier point, il s'agit de considérer tous les facteurs d'influence, le contexte de l'établissement. Quel est le matériel disponible? Quelle est l'attitude du chef par rapport à l'innovation pédagogique, par rapport au numérique? Est-ce qu'on a une équipe enseignante plutôt volontaire, plutôt méfiante, plutôt partagée? Et tout ça, le référent numérique d'établissement, c'est lui qui va pouvoir le faire le mieux. Contrairement à un formateur qui va venir de l'extérieur pour une formation ponctuelle, le référent numérique, lui, connaît parfaitement son établissement. Quelles actions sont possibles, avec quel matériel? Il s'agira de gagner éventuellement la confiance du chef en lui montrant qu'on peut être une ressource efficace pour les collègues, mais aussi pour le chef. On peut le former par exemple sur des applications utiles comme les apps éducation. Mener des actions adaptées et différenciées auprès des collègues, bref, montrer que l'on maîtrise son établissement et qu'on peut lui apporter beaucoup de choses. Deuxième point, établir des cibles et des valeurs communes. En effet, c'est indispensable d'avancer efficacement tous dans la même direction. C'est pour ça que c'est le rôle du référent numérique d'échanger régulièrement, de sentir son établissement, de voir ce qui peut être bien et pas bien à faire, de faire des choix de chantier à engager, et d'assumer ces choix. On ne va pas multiplier les chantiers, sinon on va perdre tout le monde, de fixer des échéances et de faire un bilan en fin d'année scolaire, par exemple, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut modifier. Reconnaître et exploiter l'unicité de chacun, le référent numérique connaît très bien ses collègues et il va savoir s'adapter à leur personnalité, à leurs besoins, à leurs envies, aux difficultés, notamment pour les gagner à la cause du numérique. On attend donc du référent numérique qu'il fasse preuve d'une certaine habileté sociale pour adapter son discours finalement à chacun. Un collègue très solide avec le numérique, on pourra lui proposer peut-être d'être un expérimentateur, de tenter des activités ambitieuses. Un collègue volontaire mais fébrile, on lui conseillera peut-être des outils plus simples dans un premier temps, avec un accompagnement pas à pas, avec le fait d'encourager l'audace pédagogique, le droit à l'erreur. Et puis si on est face à un collègue réticent, peut-être on essaiera de le convaincre avec une pratique concrète, simple, avec une plus-value relativement immédiate. En général, il n'y a pas d'hostilité au numérique, mais plutôt une crainte ou alors une difficulté à remettre en cause ces pratiques. Et c'est donc au référent numérique de faire preuve d'écoute, de dialogue et de souplesse pour faire avancer tout le monde. Le quatrième point, partager les responsabilités.
Hein, le référent numérique sait qu'il ne peut pas tout maîtriser et il peut s'associer finalement des personnes ressources qu'il aura identifiées notamment parmi ses collègues. Hein, un collègue particulièrement doué avec le montage numérique, un collègue qui maîtrise tous les rouages de Pronote, etc. Et donc ce sera à lui finalement de renvoyer vers tel ou tel collègue qui finalement s'y connaît mieux. Le référent numérique est donc finalement un coordonnateur qui gère tout ça. Enfin, eh bien, son rôle est bien sûr d'entretenir le dialogue et la confiance mutuelle. Hein, il s'agit de rester ouvert, disponible, souple, cohérent. Hein, le RUPN, c'est le collègue dans le même bateau, c'est le père, c'est l'acteur de terrain, c'est celui avec qui on mange au réfectoire par exemple, et donc évidemment, c'est à lui, eh bien, finalement, de rester à l'écoute des besoins, des demandes des collègues, d'adapter, de rectifier d'éventuelles mauvaises pistes, voilà, et d'entretenir finalement, eh bien, la confiance par des pratiques pérennes, voilà, et en évitant finalement de perdre les collègues. Donc vous voyez, le référent numérique a un vrai rôle très important parce qu'il maîtrise son établissement, il a la confiance de ses collègues, de sa direction, ce qui n'est pas le cas des formateurs extérieurs qui viennent pour des formations ponctuelles. Ces formateurs extérieurs sont très importants parce qu'ils sont experts sur certains outils, certaines pratiques, mais ils doivent parfois gagner la confiance d'un public qui n'est pas toujours acquis. Et ils n'ont pas toujours une vision finalement exacte de l'établissement dans lequel ils se présentent. Point suivant, quelques éléments pour mieux appréhender son public et peut-être pour mieux former. Alors, ce sont des premières approches théoriques qui mériteraient d'être approfondies, mais voilà quelques pistes. Premier point, tenir compte des représentations de l'enseignant, et on pourra se référer aux travaux de Simone Bayokes-Breuse, hein, une enseignante chercheuse qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui rappelle qu'un enseignant, hein, comme n'importe quel métier, eh bien, se forge une identité professionnelle, qu'il a construite mentalement. Finalement, l'enseignant c'est un personnage construit par ses expériences personnelles, professionnelles, mais aussi par la vision qu'il a de lui dans le métier et par la vision qu'il a de ce qu'est un enseignant. Finalement, n'importe quel prof imagine qu'un bon enseignant c'est ça et il veut qu'on ait l'image de lui en tant qu'enseignant comme ça. Et ça renvoie à un ensemble de représentations qui peuvent influencer son discours et ses actions. Donc le référent numérique, son rôle, c'est d'identifier d'éventuelles représentations bloquantes par l'écoute, par l'échange, comme toujours, pour éventuellement les déconstruire, ou en tout cas les modifier si nécessaire. Hein, quelques exemples, on entend parfois que finalement le numérique c'est gadget, enseigner c'est sérieux, on n'est pas là pour jouer. Ben oui mais non, parce que le numérique d'abord ça n'est pas que gadget, et puis la ludification, on sait que c'est un levier pédagogique fort. On dit aussi parfois que le numérique c'est une perte de temps, et que la priorité c'est de finir le programme, peut-être les années d'examen, mais sinon on est là pour développer des compétences réutilisables, transférables, et notamment des compétences numériques. Et puis on aurait tout un tas d'autres exemples. Tiens, par exemple, voilà, le numérique, ça donne des cours bruyants avec des élèves qui s'agitent. Là, on est typiquement dans un enseignant qui se représente qu'un bon prof, c'est un prof qui fait cours dans une classe silencieuse. Or, ce n'est pas forcément le cas. On peut aussi avoir du bruit qui est ce qu'on appelle entre guillemets le bruit pédagogique, avec des activités de pédagogie active, où l'élève apprend et finalement avance très bien. Donc c'est aussi le rôle du référent numérique, et bien d'engager une réflexion autour de ces représentations. Deuxième point, ne pas négliger le poids des habitudes. On pourra s'appuyer notamment sur les travaux de Philippe Perronou et d'autres, qui rappellent que l'enseignant développe des schèmes, c'est-à-dire des routines qu'il va activer automatiquement en fonction de situations types qui vont se répéter en classe. Par exemple, voilà, face à un élève qui bavarde, l'enseignant va réagir toujours comme ça, ou presque. Face à une évaluation, l'enseignant va appliquer ces méthodes-ci, presque toujours les mêmes, etc., etc. Finalement, si on allait observer un enseignant plusieurs heures au cours de l'année, on pourrait presque parfois deviner comment il va réagir face à telle ou telle situation de classe. Et donc on a en fait un ensemble d'outils, une boîte à outils de schémas d'action, une grammaire génératrice de pratiques, comme le disait Pierre Bourdieu, et finalement notre habitus, notre pratique habituelle, l'ensemble de nos schèmes, de nos routines, eh bien, en tant qu'enseignant, va évoluer sous deux conditions. D'abord, face à nos envies de pratique mutuelle. Parfois, on se dit, bah tiens, je vais m'inscrire à ce webinaire. Ah bah tiens, j'ai vu cet outil, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de tenter un escape game, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Ou alors, face à de nouvelles situations problèmes, l'enseignement que l'on pratiquait, eh bien, ça ne marche plus, et donc il faut avancer différemment.
Du coup, le référent numérique est là finalement pour accompagner cette prise de recul sur les pratiques, une sorte de métacognition, pour finalement en stimuler de nouvelles, face notamment à des situations problèmes. Par exemple, on entend, voilà, les élèves n'apprennent plus leurs leçons, ils mémorisent moins bien qu'avant, alors c'est pas forcément sûr d'ailleurs, et bien peut-être c'est l'occasion de dire, bah voilà, on va utiliser des applications de quiz, de multitesting, qui vont stimuler leur attention, qui vont jouer un rôle dans la mémorisation active, et puis voilà, on permet finalement d'avancer. On aura évidemment aussi à cœur de susciter des envies en montrant des nouveautés, des choses sympas à découvrir. Troisième point, toujours partir des pratiques. Alors là, de nombreux enseignants-chercheurs ont travaillé dessus, notamment Evelyne Charlier, finalement, qui rappelle que l'enseignant n'évolue qu'à partir de sa pratique. Finalement, le point de départ de sa réflexion, c'est ce qu'il fait dans sa classe. Il évolue aussi par sa pratique, en testant en classe des éléments de formation, des outils qu'on va lui proposer, mais qu'il va adapter à sa personnalité et à la réalité de sa classe. Et pour sa pratique, il faut que ce qu'on lui propose ait des retombées positives assez rapidement, sinon ce sera assez vite abandonné. Là encore, c'est donc au référent numérique de partir du réel, des situations concrètes évoquées par les collègues pour proposer des solutions simples avec des résultats relativement rapides, quitte à enrichir tout ça. Et là encore, le référent numérique en établissement ou en bassin a un avantage, c'est qu'il est présent, c'est qu'il est là, et qu'il peut donc proposer un accompagnement sur le long terme. Et on rappellera avec Bruno de Vauchel que si le geste technique peut s'acquérir relativement rapidement, on peut maîtriser assez vite une appli, sa répétition dans des contextes variés, et notamment dans des scénarios pédagogiques variés, n'est pas toujours aussi simple et rapide. Voilà donc quelques éléments, et si on devait résumer tout ça, on dirait que l'objectif du référent numérique, en tant que formateur, c'est de former des enseignants réflexifs qui vont faire le point sur leurs pratiques et adapter ce qu'on leur propose à leurs pratiques, avec des enseignants qui vont donc être capables d'analyser leurs pratiques, de résoudre des problèmes, d'inventer des stratégies, leurs stratégies, adaptées à leur personnalité, à leur classe, à leur manière de faire, car finalement, comme le dit Philippe Carré et d'autres, on ne forme jamais personne, ce sont les personnes qui se forment, et le référent numérique comme le formateur n'est là que pour accompagner une évolution de pratique. Dernier point, quelques pistes de stratégie de formation qu'on peut éventuellement tenter lorsqu'on est référent numérique en établissement ou en bassin. Première chose, ne pas négliger de sensibiliser le chef d'établissement, le directeur, à l'importance du numérique en pédagogie. L'informer des plus-values, lui montrer des stratégies, des scénarios, des choses transférables qui pourront être utiles très facilement dans l'établissement. Former aussi le chef d'établissement à des outils utiles qu'il ne connaît pas, par exemple les appseducation.fr, et le sensibiliser aux enjeux réglementaires, notamment autour du RGPD. Point suivant, proposer des micro-formations d'1 ou 2 heures, pas plus, sur un sujet ciblé, clair, identifiable des collègues. Il s'agit de faire sens et de susciter l'envie. On peut tenter ça entre midi et 14h, ou en fin d'après-midi juste après les cours. On peut proposer plusieurs créneaux pour diffuser à tous finalement cette formation en fonction de leurs possibilités, et éventuellement en différenciant, par exemple voilà, un créneau pour les débutants, un créneau pour ceux qui maîtrisent déjà un petit peu. Il s'agit ici de semer des graines et de laisser germer ou pas. Les collègues intéressés reviendront vers le référent numérique pour avoir des compléments ou un accompagnement, et puis ceux qui n'ont pas vu d'intérêt dans l'outil passeront à autre chose, et c'est pas un problème. Ces micro-formations, elles peuvent être peut-être négociées avec le chef d'établissement, lui demandant par exemple de banaliser simplement 1 heure, l'heure de 11 à 12, la dernière heure de l'après-midi, ce qui est un investissement relativement faible par rapport au fait que des enseignants s'absentent toute une journée par exemple pour partir en formation. On n'oubliera pas d'accompagner bien sûr les collègues à la mise en œuvre concrète de ce qu'on leur a proposé ou de ce qu'ils ont envie de faire. On pourra accompagner par exemple les collègues à la conception du scénario en amont, demander aux collègues de décrire étape par étape ce qu'ils comptent faire, bien penser aux gestes professionnels et à tous les garde-fous qu'il faut mettre en place, comment récupérer la production des élèves, qu'est-ce qui se passe si l'application plante, ce sont des choses qui s'anticipent. Proposer d'assister à une de vos séances, vous dites voilà, moi je fais classe ouverte, t'as une heure de libre, viens assister à mon cours, là je vais te montrer comment fonctionne cette appli. Et puis enfin on peut proposer de co-intervenir ou juste d'observer la mise en œuvre en séance d'un collègue. Finalement c'est une espèce de filet de sécurité. Le référent numérique peut être finalement simplement au fond de la salle, en observateur, pour intervenir seulement s'il y a un problème technique ou si quelque chose se met à dysfonctionner. C'est parfois rassurant pour un collègue qui se lance dans une expérimentation.
Et bien sûr, on n'oubliera pas après la séance de faire le point, un débrief, avec notamment une réflexion sur la scénarisation, ce qu'il faut améliorer ou pas, et les changements de posture, et là on renverra au travail de Dominique Bucheton autour des gestes professionnels. Le référent numérique, c'est un enseignant innovant et précurseur. On attend de lui qu'il tente des scénarios nouveaux, qu'il prenne des risques, qu'il tente de nouvelles manières d'enseigner avec le numérique pour justement voir ce qui va, ce qui ne va pas, les écueils à éviter, les choses auxquelles il faut penser. Ça lui permet ensuite de diffuser des scénarios robustes, éprouvés, rassurants pour ses collègues. Ensuite, pensez à porter un outil au scénario de manière filée sur le temps long. Le référent numérique peut par exemple cibler un outil essentiel, une pratique essentielle. Alors un outil, ça peut être Nuage dans les apps éducation, une pratique, ça peut être la mémorisation active, et puis s'attacher à former un maximum de collègues et à y revenir régulièrement dans l'année pour là encore ancrer des pratiques sur le temps long. Pas de course au changement évidemment, pour un même usage, on essaiera de conserver un outil déjà adopté et efficace plutôt que d'en adopter un nouveau dont la plus-value n'est pas évidente. On évite le zapping qui est décourageant, pas d'innovation pour l'innovation, c'est contre-productif, mieux vaut consolider les pratiques. Assurer une veille et la transmettre, là encore, le référent numérique n'est pas censé tout connaître, mais il doit quand même se tenir au courant d'un minimum de choses pour les tester, ou en tout cas savoir que ça existe, et ensuite pouvoir éventuellement les proposer. Et puis, ne pas hésiter à faire appel à un autre référent numérique, d'un autre établissement, d'un niveau académique, de l'EFC, bref, pour une info, un échange, une intervention, une co-intervention, peu importe, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Enfin, on rappellera l'importance de proposer des outils utiles, c'est-à-dire qui répondent à des vrais besoins, utilisables, simples à prendre en main, possibles à mettre en œuvre avec le matériel disponible, et acceptables, c'est-à-dire voilà, qui moralement sont acceptables, et puis aussi qui sont sécurisants pour les collègues. C'est ce que rappellent André Tricot, Roland Guagou et bien d'autres. En guise de bilan, une petite infographie. Le référent numérique, finalement, c'est quelqu'un qui va inspirer par une veille, par des formations, par des propositions d'outils et de scénarios. C'est aussi quelqu'un qui va répondre aux besoins exprimés par les collègues, des envies de tester, mais aussi des situations problèmes à solutionner, avec donc un accompagnement pour lever les freins, pour proposer des solutions bien choisies, bien pensées, et avec éventuellement une aide à la scénarisation et à la mise en œuvre pédagogique concrète. On peut penser à la classe ouverte, on peut penser à la co-intervention, on peut penser au débriefing après une séance. Au bout du bout, l'idée, c'est que le référent numérique, qui est présent dans l'établissement ou dans le bassin, donc disponible assez souvent, va pouvoir permettre l'adoption de nouvelles pratiques robustes et peut-être susciter le goût de l'audace pédagogique, cher à Bruno de Vauchel notamment. On est donc là sur un accompagnement sur le temps long, et on n'oublie pas effectivement le droit à l'erreur, le droit à l'erreur qu'on revendique pour les élèves, mais qu'il faut aussi revendiquer pour les enseignants. J'ai tenté quelque chose, ça a planté, ça arrive, au moins j'ai essayé, voyons ce que je peux faire pour que ça fonctionne la fois prochaine. Le référent numérique ne néglige pas le chef d'établissement ou le directeur, et il est capable de solliciter des personnes ressources extérieures si besoin, issues d'une DAN, d'une DRAN, des formateurs, des YAN, etc. Bref, tous les gens experts du numérique qui sont autour de lui et disponibles près de son établissement ou dans son bassin. Enfin, quelques références utiles. Alors voilà, au terme de cette vidéo, où j'ai présenté quelques réflexions, notamment issues de lectures et de mon expérience personnelle, on renverra notamment vers l'association Cadre 21, qui avait proposé notamment un webinaire très intéressant autour du leadership pédago-numérique par Roxane Leclerc. On proposera évidemment de jeter un coup d'œil à cet ouvrage, Former des enseignants professionnels, qui est destiné à ceux qui souhaitent devenir formateurs justement et qui donne des pistes, on va dire, de départ, de réflexion. Et puis enfin, deux références importantes sur la pédagogie par le numérique, Éduquer avec le numérique de Bruno de Vauchel et Apprendre avec le numérique de Franck Amadieu et André Tricot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments et je vous souhaite donc bonne activité pédagogique numérique.